Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire dédié à l'IA, le recrutement en 2026, les risques et la régulation qui touchent la Suisse. Je suis actuellement accompagné de Guillaume. On va bien évidemment se présenter en attendant que les derniers arrivants ou en tout cas les personnes nous rejoignent. Je vais vous rappeler un peu les règles et le fonctionnement de ce webinaire et ce qui nous permettra ensuite d'introduire le sujet. Donc, encore une fois, merci à vous d'être avec nous. Pour rappel, vous avez un chat sur la droite. Si jamais vous rencontrez des problèmes, soit de son, soit visuel, n'hésitez pas à nous poser des questions. On recommande dans ce cadre-là tout simplement de réactualiser la page. C'est quelque chose qui arrive assez fréquemment et qui peut être réglé. Ce webinaire sera enregistré, donc vous aurez un replay qui vous sera envoyé au même titre que la présentation. Donc, concentrez-vous sur le webinaire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Plutôt que de prendre des notes, on vous enverra tous les éléments. Et en effet, comme je le disais, vous pourrez le consulter en replay dès la fin de journée si jamais vous le souhaitez. Voilà tout. Je pense qu'on va pouvoir débuter. Les personnes se connecteront au fur et à mesure. Encore une fois, comme je le répétais, l'idée de ce webinaire, même s'il va contenir beaucoup d'informations, c'est qu'il soit participatif. On a la chance d'avoir justement des personnes, des professionnels des ressources humaines qui sont présents aujourd'hui. Donc, n'hésitez surtout pas à nous partager vos retours, à poser des questions et à intervenir lors de cette présentation. Guillaume, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc moi, Guillaume Paul, je suis account exécutif chez Untit depuis maintenant 2 ans. Donc je suis basé à Genève, mais je travaille vraiment dans toute la Suisse finalement et j'accompagne du coup mes clients dans leur recrutement. Et moi, je suis Virgile Corbucci. Alors, il y a eu un petit problème d'affichage, mais c'est pas bien grave. Donc, je suis directeur général de Until. J'interviens sur nos différents bureaux en Europe et on vous expliquera très, très rapidement ce qu'est Until pour vous, justement, pour légitimer un peu cette présentation et pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait aujourd'hui ce webinaire. En fait, Unted est une plateforme créée il y a une dizaine d'années par Sylvie Fleury, ancienne DGA Europe de Mythique. C'est important puisqu'elle vient du web, de la mise en relation, et qui a créé une plateforme afin de faciliter le recrutement, de permettre aux entreprises de réussir leur recrutement en s'appuyant sur deux assets majeurs. Dans un premier temps, un outil, une techno, et donc déjà à l'époque l'intelligence artificielle, pas comme on la connaît aujourd'hui, mais déjà à l'époque sur des bases d'algorithmie, et une communauté de consultants en recrutement spécialisés répartis sur toute l'Europe, puisqu'on on a traité des recrutements l'année dernière dans 24 pays, même si nos marchés majeurs restent la Suisse, le Luxembourg, la Belgique et la France. Donc, dans ce cadre-là, comme vous l'avez compris, on promeut l'usage d'outils pour faciliter la vie des recruteurs, mais notre vision est que l'expertise des ressources humaines en entreprise, l'expertise des consultants en recrutement est primordiale pour assurer et pérenniser un bon recrutement. Et c'est pour ça qu'on fait ces webinaires en se basant d'une sur la réglementation qu'on suit et à laquelle nous sommes bien évidemment tenus, et en plus de ça, bien sûr, sur les retours marchés qu'on peut observer. Donc là, l'objectif est de vous expliquer pourquoi le sujet de l'IA en 2026 est sensible, en Suisse notamment. Quelle est la réglementation qui va vous toucher spécifiquement, et ensuite, comment s'appuyer de manière conforme à l'IA avec derrière, à la fin, un petit cas d'usage où on va prendre 4 cas de figure sur un format QCM qu'on exposera en vous expliquant ce qu'une entreprise souhaite faire, et il y aura un petit QCM à la fin pour voir la bonne réponse associée. On va commencer du coup par quelques bases de l'IA dans le recrutement. Comme je le disais juste avant, moi j'accompagne effectivement de nombreux clients en Suisse dans leur recrutement, vraiment de tout type de secteur, de tout type d'activité, ainsi que de taille d'entreprise. Si vous le souhaitez, je vous laisse peut-être, parce que ça pourrait être intéressant effectivement qu'on puisse comparer les réponses, simplement nous préciser finalement quel est le type de structure dans lequel eh bien, vous intervenez. Pour commencer, donc l'IA dans le recrutement 6, en 2026, on va dire qu'il y a quelques années, on le testait, on en entendait parler. Aujourd'hui, finalement, les pratiques IA sont en plein essor, que ce soit
dans tout type de secteur d'activité, mais également du coup pour les RH, les équipes des ressources humaines. En Europe, il faut savoir que entre 80 et 90% des recruteurs utilisent une forme d'IA, et donc les candidats utilisent aussi une forme d'IA. Donc la question n'est pas maintenant est-ce qu'on va l'utiliser, mais plutôt comment l'utiliser et comment l'encadrer. Alors je vais passer au slide On va vous suivant. présenter un sondage. Juste l'idée, en effet, en fonction, on se rend compte que c'est une question qu'on pose à chacun de nos événements, hein. Pour certains d'entre vous qui sont présents, vous connaissez nos événements. On a fait différents ateliers à Lausanne il y a 2 semaines, à Genève. On en a à venir à Neuchâtel également. Donc, dans ce cadre-là, on pose toujours une question. Ça permet de comprendre un peu l'auditoire. Et on va vous soumettre des sondages au fur et à mesure. Donc, là-dessus, on vous laisse y répondre. Ça prend quelques petites secondes. Là, l'idée est de savoir si aujourd'hui vous utilisez l'intelligence artificielle dans le cadre de vos fonctions. Donc, bien sûr, sur la partie toujours liée aux ressources humaines et plus particulièrement aussi au recrutement. Complètement. Oui, donc c'est un Parfait. oui. Alors, immédiatement, il y a 100% des répondants qui, tout de suite, qui sont positifs. Donc, on verra au fur et à mesure si ça évolue un peu. Mais comme on le voit et comme on l'expliquera plus tard, on se rend compte que c'est une question sur laquelle on était 20% il y a à peine 1 an et demi, 2 ans. Et aujourd'hui, c'est un oui majeur qui l'emporte. Avec des usages du coup qui sont différents. On va voir ça. Pourquoi le sujet est sensible en 2026? Pourquoi l'IA, forcément, dans les ressources humaines et notamment dans le recrutement, c'est un sujet sensible? Bien déjà parce que l'on touche aux données personnelles, à de l'humain, à de la vie privée. L'IACT, même si c'est une réglementation à un niveau, au niveau de l'Union européenne, eh bien, finalement, ça touche indirectement la Suisse, en fait, par effet d'extraterritorialité. Pardon. En fait, aujourd'hui, déjà en Suisse, il y a déjà eu quelques décisions juridiques qui ont rappelé la responsabilité du déployeur. En plus de ça, les candidats sont très vigilants. Ils connaissent tous les processus au niveau des ressources humaines, au niveau du recrutement qui sont utilisés, le système de scoring finalement des CV, etc. Et donc, demain, ça commence déjà à être le cas, on va dire, mais la transparence algorithmique va devenir un sujet très important, justement, pour la gestion des candidats, qui ont le droit de demander finalement, alors c'est vrai que je l'ai même déjà eu chez mes clients, eh bien, sur quels critères, avec quelle pondération, sur quelles données d'entraînement finalement vous vous basez voilà, pour prendre des décisions grâce à l'IA. Dans ce slide, l'idée c'est de vous montrer que effectivement l'IA aujourd'hui, elle est plus à un stade d'expérimentation, mais très majoritairement finalement adoptée dans les entreprises. Forcément, ça va dépendre des différentes entreprises et des structures, des secteurs d'activité et puis des tailles aussi. Mais aujourd'hui, c'est présent dans la quasi-totalité finalement des équipes RH. Pour quels usages? On va dire que majoritairement, forcément, ce sont des grands modèles de langage qui sont utilisés, hein, que ce soit ChatGPT, Gemini, etc. On n'en est pas encore à avoir des assistants, des agents IA dans toutes les équipes RH, mais ce sont des choses qui sont petit à petit mises en place et en tout cas très largement utilisées à un niveau d'aide et bien pour créer du contenu, pour répondre finalement à des emails ou des choses comme ça. Et là, peut-être que vous, par rapport à votre usage, ce serait intéressant que vous nous disiez si effectivement vous utilisez déjà des assistants, des agents dans vos processus dans le recrutement, ou bien si vraiment c'est plutôt pour rédiger des mails, préparer du contenu, préparer des fiches de poste peut-être. Où est-ce que vous en êtes finalement dans vous, votre usage? Je vois, Mara, que vous commencez à intervenir. Aurélie, Louisa également. Merci, parce que j'avais peur de me retrouver un peu seul dans ce chat. Je vous pose des questions depuis tout à l'heure. L'idée, encore une fois, c'est en fonction des retours que vous nous ferez, c'est aussi de réorienter, de partir du cas d'usage. Mara, en effet, oui, correction, amélioration de texte, rédaction d'annonce. On est vraiment sur l'utilisation principale, qui est ce qu'on va appeler un peu la partie administrative, où la rédaction des mails, les retours candidats et les fiches de poste représentent le gros vraiment des utilisations. Ça, c'est aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose
réinterrogera dans 18 mois, la partie sur l'automatisation des retours, sur le scoring de candidats sera beaucoup plus important puisque les technologies sont de plus en plus fiables. Les entreprises peuvent y avoir accès à des coûts aussi moindres. Et donc, dans ce cadre-là, en effet, Louisa, l'analyse de CV commence à devenir quelque chose de plus répandu, entre guillemets, sur cette partie-là. En revanche, il y a un point qui est encore très, très limité, c'est l'algorithmie prédictive. Pourquoi? Puisqu'il y a des risques de discrimination qui sont encore extrêmement importants et comme on le disait, les technos ne sont pas encore totalement fiables. Je vous remercie pour les réponses, hein, comme on peut le voir effectivement sur la prise de notes en entretien, etc. C'est intéressant. Par rapport, du coup, aux différents voilà, domaines des ressources humaines, ce graphique, en fait, il montre que finalement, c'est vraiment dans le recrutement que l'on a le plus d'usage de l'intelligence artificielle, bien plus que pour la formation, les différentes opérations RH, etc. Et donc, avec, comme vous l'avez dit, effectivement, hein, la rédaction d'offres, ou bien également les comptes rendus d'entretien, la préparation des entretiens également, le scoring de CV, etc. Maintenant qu'on a posé un peu cet état des lieux de pourquoi est-ce qu'il est important d'en parler et qu'est-ce que ça concerne et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'usage, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais est-ce que vraiment c'est un épiphénomène? Est-ce que vraiment les entreprises l'utilisent? Est-ce que vraiment les candidats l'utilisent? En réalité, on se rend compte que la réponse est oui. Donc là, le baromètre sur lequel on s'appuie collecte des données au niveau européen. C'est un baromètre qui a été réalisé par Hudson. Nous, on a réalisé un baromètre auprès de nos clients avec à peu près 250 répondants entreprises. On arrive à peu près au même constat, à la fois sur les usages, à la fois sur les types d'utilisation. Et donc ça, c'est un point qui est important. Maintenant, on voulait aller sur la réglementation, puisqu'on a trouvé assez peu de contenu qui détaille ces éléments et qui permettent de manière factuelle aux entreprises de se positionner en disant est-ce que ça, j'ai le droit ou pas? Est-ce que ça me touche ou pas? Premier point, il faut savoir qu'il y a un cadre juridique déjà existant et qu'en Suisse, et donc là, je parle bien de la Suisse spécifiquement, alors après, il peut toujours y avoir certaines spécificités cantonales, mais de manière générale, et ce qui s'applique à chacune des entreprises, c'est qu'on va avoir plusieurs règlements ou lois qui vont régir l'utilisation de l'IA par des entreprises. Première chose, bien évidemment, NLPD, ça vous le savez tous, c'est un point qui est classique. Donc, la protection des données personnelles, ça fait un moment que c'est intégré auprès des entreprises. Donc, bien évidemment, ça le régit. Deuxième chose, le RIA. RIA, qui est le règlement des intelligences artificielles, ou autrement appelé, ou mieux, plus connu sous le nom de AI Act. Donc, c'est un encadrement strict des systèmes d'IA à haut risque, notamment le recrutement, hein, puisque ça en fait partie. Le recrutement et les ressources humaines font partie des usages à haut risque. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Puisque même si la Suisse n'est pas concernée directement par des effets, comme le disait Guillaume, d'extraterritorialité, elle est directement impactée dès lors que elle utilise une solution qui va être émanant de l'Union européenne, dès lors que ses clients peuvent être dans l'Union européenne, dès lors que les candidats qu'elle recrute ou les salariés qu'elle a sont dans l'Union européenne. Donc, il y a des effets de bord, il y a des effets de connexion qui sont quand même réels. Et ensuite, il y a deux éléments qui sont un peu moins connus, ou en tout cas dont les gens ont un peu moins conscience, c'est la loi du travail et le code des obligations, qui, même s'il ne le stipule pas comme réglementant l'usage des intelligences artificielles, il réglemente les usages des systèmes numériques, des solutions. Et donc, dans ce cadre-là, les IA sont également concernés, d'autant plus, puisqu'on va le voir, les cas qui sont considérés en question sont vraiment aujourd'hui des cas d'usage sur lesquels les intelligences artificielles interviennent. Je vous fais juste un petit point. Donc, qu'est-ce que le RIA? On en a parlé, c'est une réglementation qui a été faite dans l'Union européenne et qui qui est entrée en vigueur à partir de août 2024. Donc, ce n'est pas quelque chose à venir, hein, c'est quelque chose qui existe déjà, en revanche, qui est progressif et qui a pour but d'encadrer
le développement et la mise sur le marché d'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est important puisque l'objectif est de protéger ou en tout cas de limiter les risques pour la santé, la sécurité ou même les droits fondamentaux des salariés, des personnes physiques comme vous et moi. Pourquoi est-ce qu'on parle de SIA? C'est un SIA, juste c'est le terme pour système d'information, hein, donc c'est tout simplement des structures, des systèmes, des outils qui utilisent ou qui mettent à disposition des intelligences artificielles en usage de manière consciente ou inconsciente pour des personnes, donc aussi bien dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Où est-ce que ça s'applique? Tous les SIA, donc tous les systèmes d'intelligence artificielle. Je prends un exemple très simple. Vous utilisez un bouton qui vous améliore votre annonce, un bouton qui crée une image sur la base d'un salarié, un bouton qui va enregistrer ou parser un CV. C'est un SIA, en l'occurrence. Il n'y a pas de limite de secteur et ce n'est pas limité, encore une fois, à l'Union européenne. Ça touche l'Union européenne et par effet d'extraterritorialité, je vais arriver peut-être à le dire avant la fin du webinaire, ça touche aussi des entreprises qui interviennent et qui collaborent notamment avec les pays en question. Qui est concerné? Et ça, c'est important. Sont concernées les personnes qui vendent des SIA. Donc, nous, en l'occurrence, nous sommes concernés. Mais ce qu'on appelle les déployeurs, les entreprises qui déploient justement des solutions, qui utilisent, donc déployeur, c'est un peu gros comme terme, mais en l'occurrence, dès lors que vous utilisez une fonctionnalité d'intelligence artificielle ou que vous déployez une solution d'intelligence artificielle dans votre entreprise, vous êtes déployeur et donc concerné directement par ce RIA. Les importateurs, là, ça ne vous concerne pas. C'est si vous étiez, je dis n'importe quoi, cabinet de recrutement et que vous vendiez une solution à une entreprise luxembourgeoise qui inclut, par exemple, de l'intelligence artificielle, c'est le cas. Les sanctions, alors désolé, cette slide est un peu longue, mais ça pose un peu le décor. Les sanctions, elles sont réelles. Comme le disait Guillaume, alors, il y a déjà eu des décisions juridiques donc, qui n'ont pas directement touché des entreprises suisses, mais il y a déjà eu des décisions juridiques qui ont mis en évidence la responsabilité du déployeur, donc de l'utilisateur. Pardon, j'ai eu un petit problème de connexion, j'ai l'impression. Donc, si vous m'entendez toujours, il y a eu des personnes qui ont été. Donc, il y a eu des décisions de justice pour les déployeurs et les risques, donc les peines d'amende qui vont jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du CA mondial de l'entreprise. Ça revient à peu près à ce qu'on connaissait sur ce qui avait été mis sur le RGPD à l'époque en Europe. Il faut savoir qu'il y a une classification des risques. On va faire très, très simple. Il y a du risque minimal au risque inacceptable. Pour faire très simple, le risque minimal, vous modifiez une annonce avec un IA qui vous corrige les fautes ou qui vous crée un questionnaire. On est sur un risque minimal, un système minimal. Risque inacceptable, sur la partie RIA, j'entends, une IA qui va analyser le comportement d'un candidat pendant un entretien et qui va décider de manière autonome de décliner cette candidature en fonction de son analyse comportementale. Là, on est sur un risque inacceptable, c'est-à-dire que c'est totalement interdit. Au risque, le scoring de CV, le parsing de CV, l'enregistrement vidéo. Donc là, on est sur des systèmes qui sont à haut risque, qui vous concernent. Si on vient sur le calendrier, Guillaume. Oui. Alors, par rapport au calendrier, ce qu'il faut avoir en tête, c'est quoi? C'est que finalement, il a été mis en place le 1er août 2024. Depuis, bon, voilà, il y a eu les SIA qui ont été interdits, l'IA génératif du côté fournisseur. Cet été, donc en août 2026, on a l'application générale, sauf exception, mais des SIA à haut risque. Et puis, la fin de cette mise en place aura lieu du coup l'été prochain, l'été suivant, avec l'application généralisée pour les IA génératives. On ne va pas rentrer trop dans le détail sur cette partie RIAS. L'idée, c'était plutôt de donner un aperçu, de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, si vous avez des questions, notamment, je sais que certains d'entre vous peuvent être amenés à recruter des frontaliers, peuvent être amenés à avoir des clients aussi ou à publier des annonces dans d'autres pays. Donc, dans ce cadre-là, n'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat sur lesquelles on pourra répondre.
Également, on reste disponible pour des échanges un peu plus personnalisés si vous le souhaitez. Mais là, étant donné qu'on se base sur ce qui va vous toucher, vous, vraiment en tant qu'entreprise suisse, on a fait cette introduction sur le RIA et on va passer un petit peu plus de temps ensuite après sur le code des obligations et la loi du travail. Est-ce qu'on m'entend toujours? Oui. Parce que je crois que j'ai… Ok, c'est tout bon. Parfait. Donc, concernant la nouvelle loi pour la protection des données en Suisse, finalement, appliquer au recrutement automatisé, qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est d'avoir plusieurs axes à avoir en tête. Il faut toujours informer les candidats lorsqu'il y a de l'intelligence artificielle qui est utilisée. Tout comme, typiquement, même si vous êtes en meeting avec un outil de prise de notes basé sur une intelligence artificielle, vous êtes forcément obligé, même si ce n'est pas un candidat, eh bien d'en informer les différents participants de ce meeting. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir en tête l'idée qu'il faut être transparent sur l'usage de l'IA, que ce soit pour les candidats, mais même au-delà de ça. De l'autre côté, dans le recrutement, il n'est possible de collecter que les données qui sont strictement nécessaires à l'évaluation des candidatures. Ça, c'est un point qui est très important. Certaines données, alors là, peut-être que Virgile, tu vas me dire, mais j'imagine de genre et de choses comme ça, sont des données que l'on ne peut pas collecter. Voilà, dans la prise de décision, effectivement, typiquement dans un recrutement. On est d'accord, Virgile, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. De l'autre côté, si des décisions sont prises via des algorithmes basés sur une intelligence artificielle, eh bien, il faut vraiment pouvoir garantir la transparence, c'est-à-dire que les décisions doivent, vous pouvez les expliquer, elles doivent être expliquées. Très important. De l'autre côté, donc, les candidats, donc ça c'est vraiment la loi pour la protection des données, quoi, finalement. Les candidats ont le droit d'avoir accès, de restreindre, de s'opposer ou de demander à effacer leurs données personnelles s'ils sont intervenus, en tout cas s'ils sont rentrés dans un processus de recrutement au sein de votre structure. Et ensuite, dernier point sur l'analyse d'impact. Bon, ça, c'est un point qui est très important. Des analyses d'impact sont obligatoires, finalement, pour être sûr que les différents processus, en tout cas l'utilisation que vous avez de l'intelligence artificielle, bien voilà, quels sont les impacts, finalement, de cette… c'est comme on a dit, quoi, finalement. C'est un point extrêmement important puisque c'est là où la nuance est la plus forte entre notamment la Suisse et la partie et l'Union européenne. C'est que dans l'Union européenne, une intelligence artificielle n'a pas le droit de décider d'exclure un candidat d'un processus ou non. Donc, je prends un exemple, une IA n'a pas le droit d'analyser le comportement d'un candidat, comme je le disais précédemment. Elle n'a pas le droit, sur la base d'un CV, de dire ce CV, ce candidat, je le recrute ou je ne le recrute pas. La décision doit toujours être entre les mains d'un humain. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas en Suisse pour nous. On a totalement le droit d'utiliser ces solutions. Donc, on a le droit de confier le tri de CV, dont on a le droit légal, après déontologiquement, éthique, ça c'est autre chose, bien évidemment. Mais on a le droit de confier le tri des CV à un algorithme, à un agent IA. En revanche, le point important, c'est que si jamais un candidat si c'est le cas, le candidat doit être absolument informé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a le droit de challenger cette décision et demander est-ce que ce refus soit ensuite revalidé par un humain. Je prends un exemple, je postule pour votre entreprise, vous m'informez dans le processus que j'ai été refusé suite à la sélection par un agent IA, et là, je demande à ce qu'un humain réanalyse ma candidature et me fournisse une réponse définitive. C'est un point quand même important, puisque on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça veut dire transparence, ça veut dire aussi un processus cadré et surtout, le point important qu'on n'a pas forcément sur lequel on parlait, on doit pouvoir justifier sur quels critères. Et ce n'est pas une black box, ce n'est pas oui, non, on doit justifier sur quels critères. Donc, il y a quand même certains engagements, même si on peut le faire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça du jour au lendemain, ça nécessite un peu de processus.
Et en effet, aujourd'hui, Grégory, Mara, je suis d'accord là-dessus, bien évidemment qu'il y a beaucoup de données personnelles et c'est pour ça que ce sont des outils qui le traitent et qu'on ne le fait pas forcément à titre individuel, c'est fait dans le cadre d'outils. Oui, Grégory, est-ce que l'on peut aborder le point ATS? On intègre les ATS sont des SIA, hein, puisque la plupart des ATS aujourd'hui utilisent des fonctionnalités d'IA pour classer les CV, pour éventuellement les trier, pour automatiser les retours, etc. Donc, et Nicolas, non, en l'humain, la décision n'est pas obligatoirement humaine. Alors, en tout cas, il n'y a pas de législation qui, en Suisse, indique que la décision doit être totalement humaine si ça concerne un travailleur sur sol suisse, pour une entreprise sol suisse. Elle a la possibilité d'automatiser une partie. Si toutefois, encore une fois, elle laisse la possibilité de changer cette réponse et qu'elle explique spécifiquement comment. En revanche, je prends un exemple, vous publiez une annonce sur Indeed qui est repris, vous avez un luxembourgeois, un français, un allemand qui répondent à cette annonce et vous le salariez. Dans ce cadre-là, là, tout de suite, vous êtes tenu justement par effet d'extraterritorialité, j'y arrive toujours pas, à ce règlement. OK. Oui, oui, en effet et Louisa, c'est le même sujet, on est d'accord, c'est qu'il y a aussi une notion de performance et on va voir pourquoi est-ce que, l'IA, c'est très bien, mais le point principal, c'est surtout comment l'utiliser et pourquoi le faire et c'est là où on voit des vrais gains de productivité. Donc voilà pour la NLPD. On a déjà un petit peu évoqué le sujet, mais concrètement, que disent la loi travail et que disent le code des obligations? On parle de l'entreprise, pourquoi? Puisque, nous ne sommes pas les seuls à être, touchés, le salarié l'est aussi. Ce n'est pas seulement l'entreprise qui est responsable, le salarié, on verra dans un second temps, l'est également. Premier point, la loi travail, santé psychologique, c'est l'élément majeur. C'est qu'aujourd'hui, une entreprise a pour obligation de protéger le salarié et donc de protéger le salarié des risques liés à l'intelligence artificielle. Quels sont-ils? Technostress, surveillance algorithmique cachée, épuisement dû à des rythmes qui sont imposés par des machines. Donc typiquement, si vous avez une machine qui donne une cadence de travail, un dispatcher de tâches sur les RH, par exemple. Vous avez des CV, vous avez des dispatchers qui vous organisent vos entretiens. Là, on est dans du risque. Donc là, on est sur des outils qui potentiellement peuvent être interdits par la loi travail. Deuxième élément, l'analyse d'impact, essentiel aussi, c'est qu'aujourd'hui, dès lors que l'IA présente un risque élevé, pour rappel, c'est ce dont on parlait, un risque psychologique, risque sur des données personnelles sensibles, sur le traitement qui pourrait influer une carrière ou qui pourrait biaiser une décision, typiquement ne faire évoluer que les hommes ou ne former que les femmes, etc. On est sur un risque élevé pour donc les droits fondamentaux ou même la capacité d'évolution de la personne. Il faut faire une analyse d'impact avant de déployer. D'accord? C'est ce dont parlait Guillaume précédemment. C'est-à-dire qu'en amont, il doit y avoir une analyse qui va étudier quels sont les effets de bord qui peuvent être causés par cet outil d'intelligence artificielle et ensuite le rendre disponible donc aux représentants ou en l'occurrence aux personnes qui ont fait la demande dans l'entreprise. Autre point, là, on passe sur le code du travail, l'article 26, extrêmement important puisque une des solutions liées à l'IA, alors ce n'est pas le recrutement, mais c'est les ressources humaines et on sait qu'on est très exposé dans les ressources humaines, c'est la partie surveillance. Il est strictement interdit d'utiliser des outils d'IA qui ont pour objectif de contrôler le comportement des travailleurs, donc leur rythme le nombre de touches tapées sur le clavier, etc. Ou même leurs humeurs. Typiquement, monsieur Untel est arrivé ce matin, il est de bonne humeur. Donc, on va aller, une IA va décider de lui proposer où il est plus apte, il est très performant, on va lui proposer de faire cet atelier. Ça, c'est strictement interdit. Je On passe un peu de temps là-dessus, puisque mine de rien, c'est quelque chose que même moi, en faisant des recherches et en ayant les consultations, j'ai découvert, alors qu'on traite ce sujet depuis un petit moment et je ne pensais pas que le code des obligations et la loi travail avait déjà en fait, des réglementations, même s'ils n'utilisent pas, encore une fois, je le répète, le terme intelligence artificielle, ils le régulent parce que ce sont des outils numériques. Discrimination, on en a parlé, toute SIA qui peut avoir, et qui peut prendre des décisions discriminatoires
et qui l'entreprise a pour obligation d'enfreindre son déploiement, puisque ça enfreint le devoir de protection qu'a l'entreprise vis-à-vis du salarié. Et tout le dernier, c'est les données des salariés. Interdiction également totale d'utiliser une IA pour fouiller la vie privée des salariés, pour analyser les traits de caractère, pour scruter ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tant que ça n'a aucun lien avec son poste. Donc, dans ce cadre-là, c'est important. Et vous allez le voir, en fait, il y a encore une fois des sanctions qui peuvent être extrêmement importantes. On en a parlé, on a parlé de l'entreprise, mais qu'est-ce qui se passe au niveau du salarié? Et là, vous, j'imagine, en tant que salarié des ressources humaines, vous êtes aussi touché. Il faut savoir que l'utilisation des IA publiques, si demain vous mettez à utiliser GPT, Midjourney, Claude ou ce que vous voulez, de votre propre initiative pour accomplir vos tâches, vous êtes aujourd'hui, heu, il vous est demandé d'avoir une extrême diligence. Alors, c'est un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout et rien dire, mais en l'occurrence, aujourd'hui, vous pouvez être tenu responsable si jamais, du fait de cet usage, vous n'avez pas respecté les règles, notamment de confidentialité, et vous pouvez être tenu responsable puisque c'est votre initiative. Même chose, le secret professionnel, et c'est là où on s'expose à de graves, comment dire, sanctions. C'est que vous n'avez pas le droit de d'entrer des données confidentielles de l'entreprise ou des salariés, concernant les ressources humaines, hein, les salariés. Si demain vous mettez des CV de tous les salariés pour je ne sais pas quelle tâche, analyser celui qui peut être le plus à même d'occuper ce poste en interne, eh bien, si vous les mettez dans une IA publique, donc c'est-à-dire un GPT qui vous serait personnel et sur lequel on peut traiter les données, vous constituez une violation grave du devoir de fidélité. À la fois, vous mettez en risque votre entreprise, à la fois, vous mettez en risque le salarié. Et donc, dans ce cadre-là, il peut y avoir des sanctions disciplinaires, même qui vont jusqu'au licenciement pour les motifs les plus sérieux, notamment quand il y a des sujets de données confidentielles, données financières, etc. Donc, on n'est pas juste sur de la recommandation. Derrière, on est sur des motifs qui sont disciplinaires, d'où la nécessité de bien se poser la question avant de mettre un processus en place et surtout de bien l'encadrer. Ça, c'est essentiel. Si vous avez des questions, parce que c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont un petit peu, entre guillemets, qui peuvent être un peu lourds, on ne rentre pas dans le détail, mais vous verrez, on expliquera les articles de loi en question. N'hésitez pas sur comment dire, sur la manière de s'il y a des éléments sur lesquels vous voulez qu'on redescende, de poser directement dans le chat. Grégory, même si rien n'est indiqué dans le contrat de travail, c'est-à-dire à quel sujet? Alors, on va avancer et n'hésitez pas Ouais. ouais. Au niveau de la marque employeur, je vais prendre le relais. Forcément, eh bien, au niveau marque employeur image, il y a des risques tout comme des opportunités. Les risques, forcément, eh bien, c'est une déshumanisation. On sait très bien qu'aujourd'hui, en plus de ça, on va dire que la tendance fait que les plus jeunes générations, sont, vraiment de plus en plus, finalement, regardant sur les commentaires, sur les notes, sur ce qui est dit finalement de la marque employeur pour choisir finalement le travail qu'ils veulent faire. Un process qui est 100% automatisé, sans contact humain, eh bien effectivement, ça peut du coup faire fuir les meilleurs candidats. Par ailleurs, perte d'authenticité, c'est vrai que eh bien, des offres d'emploi typiquement qui ont été rédigées entièrement par l'IA, les réponses génériques, tout ça, ça nuit à la crédibilité de la marque, à l'image que finalement les potentiels candidats vont avoir de votre structure. Par contre, vraiment en comparaison à tout ça, c'est vrai que des réponses génériques, forcément, ça va nuire à votre image de marque, à votre authenticité. Mais l'IA aujourd'hui, eh bien, ça va vous permettre vous aider pour la réponse personnalisée. C'est-à-dire même certains de nos clients vont utiliser un système de scorecard voilà, pour étudier finalement la pertinence du CV par rapport à la fiche de poste. Et en dessous d'un certain seuil, vont automatiser des réponses du coup négatives sur des éléments qui sont tangibles, parce que sur des éléments très concrets de compétences qui peuvent apparaître sur le CV. Eh bien, l'utilisation de l'IA dans tout ça,
va forcément leur faire gagner du temps, donc ils vont être plus réactifs pour pouvoir répondre aux différentes candidatures. On sait très bien aujourd'hui que lorsqu'une annonce a été lancée sur JobUp, eh bien, vous pouvez parfois avoir 400, 500 dossiers qui répondent à votre annonce. Dans ce cas-là, l'idée, c'est que ça puisse, l'IA, vous être utile, en tout cas pour gagner du temps, et puis du coup, améliorer finalement l'expérience utilisateur, l'expérience candidat, même pour des retours négatifs, quand ils ont été personnalisés, justement avec des éléments tangibles du CV. Ça, le fait de communiquer sur votre usage de l'IA, eh bien, finalement, ça montre que vous maîtrisez le sujet et que vous êtes, on va dire, dans l'air du temps, ce qui est un facteur de confiance, hein. Finalement, cette transparence est plutôt un élément différenciant par rapport à des, voilà, pour des entreprises qui utiliseraient l'IA sans communiquer autour de cela et puis d'avoir du coup cet aspect de déshumanisation qui est perçu. Si on revient Conseil. donc, pardon. Guillaume. Non, vas-y, je te laisse prendre la main sur les bonnes pratiques. Si on revient maintenant sur les bonnes pratiques, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour garder les 3 éléments en tête majeurs. Audit régulier. Régulièrement, il faut auditer les résultats et corriger les biais puisque, on le sait, ce qui a été défini à un instant T, 6 mois, 1 an plus tard, n'est plus forcément vrai et il peut y avoir justement par l'effet d'entraînement ou de données, des erreurs qui apparaissent. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, et je pense qu'en réalité, j'aurais même dû le mettre en premier, c'est d'informer les candidats. Que ce soit d'un point de vue légal, que ce soit d'un point de vue éthique, que ce soit d'un point de vue marque employeur, informer que le candidat a des droits et des recours possibles. Je pense que c'est extrêmement important. C'est un élément de différenciation et c'est un élément de transparence. Comme on le disait, les candidats en ont conscience. Donc, dès lors que vous mettez une IA dans un processus de recrutement, ils le savent et il faut que vous vous mettiez à leur place pour comprendre comment est-ce que ça peut être perçu pour que l'effet de gain de productivité de 10 ou 20 ne soit pas complètement annihilé par la baisse de 40 de candidatures entrantes parce que le parcours est trop déshumanisé. Et troisième point, documentation rigoureuse. Documenter chaque étape de vos processus, collecte de données, paramètres, décisions. C'est extrêmement important. Là-dessus, ça n'a pas besoin d'être des documents de page entière, mais au moins que ces informations soient clairement stipulées dans un document qui est dédié et qui soit accessible aux salariés de votre service. Ça, c'est un élément. Et bien sûr, bon, la sécurité de l'outil, respecter la confidentialité des données. Je pense que c'est quelque chose qui est rentré dans les esprits de chacun et sur lequel on n'a pas forcément besoin de revenir. Aujourd'hui, tout le monde en est totalement conscient. Donc, si on se pose cette question, qu'est-ce que l'IA doit remplacer? Elle doit remplacer la rédaction d'offres, la planification des entretiens, la relance des communications, l'extraction de données depuis des ATS, les retours personnalisés à des candidats. Elle doit remplacer tout ce qui vous prend aujourd'hui énormément de temps, mais qui n'apporte pas une valeur fondamentale de votre connaissance secteur, de votre connaissance métier, de votre connaissance cantonale. Ça, c'est le point important. À l'inverse, qu'est-ce qu'elle ne doit pas remplacer aujourd'hui? Et là, ce n'est pas seulement d'un point de vue légal, c'est plutôt aussi d'un point de vue éthique, comme on le disait, déontologie et conviction. Aujourd'hui, elle ne doit pas remplacer l'évaluation de la motivation et des soft skills. Ça, c'est quelque chose qui est très mal perçu par les candidats, concrètement. Autant le fait d'avoir une intelligence artificielle qui va récupérer leurs documents et identifier que la personne a bien un bon diplôme, a bien un bon permis, a bien éventuellement l'âge légal, ce genre d'informations qui sont factuelles, c'est très bien perçu par les candidats. Mais tout ce qui va être lié à l'évaluation de la motivation, des soft skills, du comportement, est très, très mal perçu dans un processus de recrutement. Elle ne doit pas, elle peut, mais alors sous contrainte, avoir la décision finale et nous, à notre avis, ce n'est pas le cas. Vu le volume qu'on traite, on a quand même des milliers de recrutements à notre actif, des milliers de candidats, le niveau d'erreur est toujours réel. Et on se rend compte, il faut savoir que sur les candidats, donc pour vous rappeler un peu le contexte, on a dit des recrutements dans plus de 24 pays, c'est plus de 25 000 recrutements sur lesquels nous sommes intervenus, c'est 200 000 candidatures traitées, et on a des systèmes de scoring et on prédit potentiellement si le candidat peut correspondre ou pas selon des éléments factuels. On se rend compte que dans 7% des cas, 8% des cas, des candidats qui ne correspondaient pas et qui peuvent ne pas correspondre à la fiche de poste à la base vont quand même en entretien.
Donc, ça montre bien qu'il y a des éléments qui ne sont pas aussi clairs qu'une simple fiche de poste et un brief de mission peut le permettre de définir. Ensuite, la relation avec le candidat, au contraire, les IA doivent vous permettre d'approfondir cette relation. On pense que c'est important et notamment développer cette culture du feedback sur des métiers, on le sait, qui peuvent être pénuriques, comme certains cols bleus, comme la santé, comme certains cantons qui sont un peu plus touchés par des difficultés de recrutement. Et dans ce cadre-là, il faut avoir justement cette opportunité d'utiliser des outils pour se dégager du temps et donner plus de temps aux candidats et aux salariés aussi, ça va de soi. Donc, une partie juridique, une partie technique, mais aussi, il ne faut pas oublier, comme on le disait, cet aspect humain, mais ça revient à ce dont je parlais. Il faut vraiment recueillir des feedbacks de vos candidats aussi sur les processus. Quand vous mettez en place nouveaux outils, n'hésitez pas à récupérer le feedback des candidats, c'est important. Donc, ce slide, l'idée, c'est de vous dire finalement qu'il faut prendre du recul, en tout cas avoir conscience de certains risques. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA. Nous-mêmes, on fait énormément d'événements pour vous informer sur les technologies, les différents outils qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Mais il y a des éléments qu'il faut avoir en tête. Alors déjà, par rapport à la productivité, comme il y a écrit, le fantasme de productivité multiplié par 2, 3, finalement, la réalité montre que c'est bien moins que ça. Donc, premier point. Et les deux autres points sont par rapport forcément à la conscience écologique et puis également le modèle économique qu'il y a derrière tout ça. Conscience écologique, on sait que l'IA a une empreinte carbone qui est colossale. Ça utilise énormément de données. Il y a alors j'ai plus en tête, mais énormément de requêtes. C'était pas. Tu l'as cette information peut-être, Virgile, le nombre de requêtes par jour. Le nombre, je n'ai pas, mais on estime qu'une requête simple, c'est 100 litres d'eau. Donc, Voilà, exactement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et puis également l'aspect économique de tout ça. Aujourd'hui, donc, on a des modems premium, des modems avec abonnement sur ChatGPT, Claude. Ce sont des abonnements d'une vingtaine, centaine d'euros. On sait très bien que ce modèle économique, il n'est pas possible aujourd'hui. Et donc, il y a on en parle beaucoup, effectivement, cette idée de bulle spéculative par rapport à l'usage de l'IA. On verra ce que ça donne dans les prochains mois, on prochaines estime années, mais en tout cas, en coût qu'aujourd'hui, l'abonnement que vous payez 16 francs, il en coûte, le coût de revient pour l'entreprise, elle est grosso modo aux alentours des 800 francs, 900 francs. Donc, si on devait payer au coût réel, on serait à peu près sur ces ordres de grandeur. Et c'est là où on se rend compte que c'est quelque chose qui ne peut pas forcément durer. Donc, à un moment donné aussi, il y aura certainement un réajustement. Et si on se reparle dans 4 ans, on se rendra compte que demander à une IA une recette pour une tarte aux pommes, c'était assez aberrant et ça nous fera un peu rire, certainement. Donc voilà, c'est un peu il y aura une évolution, c'est encore quelque chose d'assez nouveau et on apprend bien évidemment. Et il y a cette partie où il y a un accès et il y a une prise de marché des grands acteurs qui fait que ça a décorrélé un peu l'usage de sa vraie valeur économique. On va passer maintenant au point qui est assez intéressant, même le plus intéressant aujourd'hui, puisque c'est la partie pratique. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous exposer un cas. Comme vous l'avez répondu en sondage, on va vous faire répondre ou en tout cas, on va vous suggérer les 3 réponses possibles et on vous laissera répondre celle qui vous semble être la meilleure selon les informations qu'on vous a données. Donc, l'IA dans les services RH face au cadre réglementaire sur RIA, LTR, Code des obligations et NLPD. Première question importante, une PME genevoise utilise un outil d'IA pour présélectionner et classer automatiquement les CV reçus. Elle recrute aussi bien pour des postes basés dans l'Union européenne et reçoit des candidatures pour des personnes résidant dans l'Union européenne. Le règlement européen RIA s'applique-t-il à cette entreprise et comment ce système est-il classé? Donc, je vais vous proposer le sondage, si ça devrait s'afficher tout de suite.
Non, le RIA ne s'applique jamais aux entreprises suisses, la Suisse n'étant pas un membre de l'UE. Oui, le RIA a une portée extraterritoriale dès que les résultats du système sont utilisés dans l'Union européenne ou un outil de tri de candidature est un système à haut risque. Oui, mais seulement comme système à risque limité, soumis à une simple obligation de transparence. Donc, on vous laisse soumettre votre vote. En effet, parfait. Je vois que tous les répondants ont, ou presque, pour l'instant, ont juste, donc ce qui montre qu'on a été relativement clair sur cet aspect. Oui, en effet, c'est bien la réponse B, le RIA a une portée extraterritoriale. J'arrive enfin à le dire à la fin du webinaire, c'est parfait. Et le tri de candidature est un système dit à haut risque, puisque justement, il est même prohibé dans certains cas. Donc, on l'a déjà évoqué, on ne va pas vous expliquer pourquoi, hein, ça revient à ce qu'on disait, c'est que même si ça ne concerne pas directement, étant donné qu'on est dans un cas de figure où il y a des membres de l'UE qui sont l'Union européenne qui sont concernés par effet de bord, ça vous concerne. Deuxième question. Pour aider les ressources humaines à évaluer la performance, une entreprise suisse déploie un logiciel d'IA qui analyse en continu l'activité des collaborateurs, les frappes de clavier, le temps de connexion, la cadence de travail. Que dit le droit suisse? Eh bien, donc la loi sur le travail et son ordonnance 3, du coup, sur ce type de système. Donc, réponse A, c'est autorisé sans restriction. L'employeur dispose d'un droit général de surveillance sur ses employés. Réponse B, les systèmes destinés à surveiller le comportement au poste de travail sont interdits. S'ils sont nécessaires pour d'autres raisons, ils ne doivent pas porter atteinte à la santé. Réponse C, c'est autorisé dès lors que les collaborateurs ont signé une clause d'acceptation dans leur contrat. J'ai l'impression qu'on est plutôt très efficace, ou en tout cas qu'on a été assez clair dans les précisions. En effet, 100% de bonnes réponses. C'est quelque chose qui est interdit. S'ils sont nécessaires pour d'autres raisons, ils ne doivent surtout pas porter atteinte à la santé des salariés. Ça, c'est un point qui est important et qui est bien stipulé à la fois dans la loi du travail et donc l'ordonnance 3, mais aussi le code des obligations. Et donc, voilà, le consentement contractuel ne suffit pas à lever tout ça. Il vous enverra la présentation, hein, donc il y a les textes de loi à chaque fois qui font référence et qui sont notifiés. Troisième question, troisième et avant-dernière question, puisqu'il y en a 4 au total. La RH d'une entreprise suisse veut utiliser une IA prédictive pour estimer le risque de départ de chaque collaborateur en croisant données RH, email professionnel et indicateurs de performance. Au regard du CO, quelle affirmation est correcte? C'est un peu plus long. L'employeur peut traiter toutes les données qu'il détient sur ses employés, elles relèvent de l'entreprise. L'employeur ne peut traiter des données du travailleur que si elles portent sur son aptitude à occuper son poste ou sont nécessaires à l'exécution du contrat. Au-delà, il porte atteinte à sa personne. Le traitement est libre tant qu'aucune décision RH, promotion, licenciement n'est prise sur cette base. Un peu plus mitigé. Ouais, alors, j'ai pas encore le... Est-ce que vous voyez la réponse? C'est bon. En effet, et je viens de me rendre compte qu'on a systématiquement mis B, donc c'était style. Mais en effet, oui, l'employeur peut traiter les données du travail, ça c'est important. Donc encore une fois, on vous met le code de l'article en question et on explique pourquoi est-ce que ce n'est pas possible. Toute dernière question. Dernière question, question 4. Une entreprise suisse souhaite automatiser entièrement le tri de ses candidatures. L'IA écarte seule les candidats dont le score est inférieur à un seuil, sans aucune intervention humaine. Quelles obligations la nouvelle loi sur la protection des données, la NLPD, impose-t-elle par rapport à ça? Réponse A, aucune obligation particulière. La NLPD ne vise que les données des clients, pas celles des candidats. Réponse B,
La personne doit être informée de toute décision individuelle automatisée ayant un effet important pour elle et peut demander un réexamen par une personne physique. Un profilage à risque élevé peut-être. Alors attendez, un profilage à risque élevé peut imposer une analyse d'impact. Et réponse C, il suffit de mentionner le recours à l'IA dans l'annonce d'emploi. En effet, 100% de bonnes réponses. Et on était encore une fois sur, sur la réponse B. On a fait un tout droit. Mais ce n'est pas ce qui a fait que tout le monde avait bien répondu. C'est certainement que les informations au préalable avaient été précises et les cas d'usage aussi concrets. Donc voilà pour la partie questionnaire. L'idée, encore une fois, comme vous l'avez compris, c'était d'aborder ce thème-là sur un aspect théorique, mais aussi sur un aspect pratique. On reste totalement disponible si jamais vous avez des questions supplémentaires. Point important, on n'a pas forcément parlé de ce que fait Until, puisque ce n'est pas l'objectif de cet échange. Toutefois, si certains d'entre vous ont des questions et veulent comprendre un peu plus comment fonctionne notre système, comment aujourd'hui on aide les recruteurs via une IA, mais comment on l'encadre et on le contrôle, n'hésitez surtout pas à nous faire parvenir ou à nous contacter directement. Et sinon, je vais vous mettre un dernier sondage qui peut vous permettre tout simplement d'organiser un rendez-vous avec nous directement. Merci encore. Si vous avez la moindre question, on sera ravi d'y répondre. Vous avez Peut-être dernier point, alors on pourra vous la transmettre également par la suite, mais je vous envoie un lien dans le chat sur un document qu'on a fait sur l'IA Act au niveau européen et le guide pratique finalement pour les entreprises. Merci à tous. Nous restons disponibles. Vous recevrez le replay et nous avons été ravis de votre présence. Merci pour votre participation. À bientôt. Merci. À bientôt.